Je passe donc la parole à Martine Vonner qui va nous parler de ces péripéties au sein d'une assemblée hostile et contre laquelle elle s'est dressée en fervente défenseuse de nos droits. Merci. Alors avant de commencer, merci à tous les organisateurs de ce merveilleux moment qui va durer jusqu'à dimanche. Bravo à Cécile, parce que je sais qu'elle y a passé beaucoup de temps. Bravo à tous les bénévoles qui sont là et qui permettent qu'on soit extrêmement bien accueillis. Tout cela fonctionne de façon géniale. Merci aussi à vous d'être là, parce que on n'en est qu'au tout début d'un long chemin de résistance. Alors, j'avais voulu me glisser dans les interstices des hommes et des femmes de l'art juridique et ne pas discuter avec les médecins, parce que c'est vrai que les 5 années passées, j'avais laissé un tout petit peu de côté ma casquette de psychiatre, quoique vous allez voir qu'elle m'a quand même été un peu utile au sein de l'hémicycle. Et j'aimerais ce matin évoquer avec vous ce parcours, au fond, qui aurait pu être le vôtre si vous aviez été élu. C'est-à-dire qu'on se souvient, alors c'est là qu'en général je me fais insulter, on se souvient qu'en 2017, j'ai été élu aux côtés du président Emmanuel Macron. J'en étais sûre. Mais je ne regrette absolument pas. Je ne regrette absolument pas, et je vais vous dire que j'ai été en éveil assez vite. Parce que je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. Alors moi, la politique, c'est absolument pas mon métier. Je suis tombée là-dedans complètement par hasard en 2017. Mais j'ai besoin de comprendre, et j'ai toujours été très bonne élève. Donc en arrivant à l'Assemblée comme députée, je me suis dit, mais il va falloir que je travaille extrêmement bien. 5 ans de mandat, ça va passer très très vite. Et je suis là. J'ai été élue avec la confiance du peuple. Et je suis là comme représentant du peuple. Et il va falloir que je défende les intérêts des citoyens. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Évoqué assez vite le fait que les lois liberticides, on a tous, on a commencé à ouvrir de très grands yeux à partir de mars 2020. Mais au fond, moi qui avais défendu le projet de La République En Marche pour être élu en 2017, ce projet, c'était une économie forte, certes, mais pour accompagner socialement tout à chacun, pour, au fond, on retrouvait à chaque page beaucoup de bienveillance. Et en arrivant à l'Assemblée nationale, ça a commencé très très vite. Je me suis gratté la tête. Je me suis dit, mais c'est vrai, au fond, moi j'étais la caricature de la société civile. Au fond, cette société civile, on ne connaît pas, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. On ne sait pas trop comment, au début, il faut écrire ses amendements. On ne sait pas trop comment fonctionne la loi. Mais ils avaient, c'était qu'un coup de com', vous le savez très bien. Maintenant, on sait que de toute façon, c'est McKinsey qui avait tout fait depuis le début. Et ce coup de com' pensait pouvoir se baser justement sur cette société civile qui ne comprenait rien, en se disant on va en faire ce qu'on veut des parlementaires. Mais il y a eu, je vais le faire très vite, Gilets jaunes, et au moment des Gilets jaunes, l'idée géniale du gouvernement, c'était de faire voter aux parlementaires cette proposition de loi anti-casseurs. En tant que psychiatre, je suis très attachée aux mots qu'on utilise. Et déjà de déconsidérer des gens comme vous, des gens comme moi, peut-être qu'il y en a dans la salle. Moi, j'avais été à proximité des Gilets jaunes pour discuter avec eux. Et j'avais surtout, à l'époque, en étant dans la majorité, j'avais le téléphone portable du président. Et quand j'ai vu ce qui se passait sur les territoires, on était une quinzaine, j'étais pas toute seule à ce moment-là dans la majorité. On était une quinzaine. Et quand on a vu ce qui se passait, je me suis autorisée à appeler le président. Et je lui ai dit, écoutez, monsieur le président, les Français ne vont pas bien.
Les Français ne vont pas bien, ils sont déjà en difficulté à partir du 10 du mois, maintenant c'est dès le 3e jour du mois, mais à l'époque c'était le 10 du mois, et il va falloir qu'on soit très attentive, tous ensemble. Et là il me dit, mais vous savez, Madame la députée, que nenni, c'est le début de l'hiver, il va faire froid, et ils vont tous rentrer chez eux. Et la réponse, ça a été quoi? Immédiatement auprès de nous, les législateurs, en réunion de groupe, où on était, je ne sais pas, on est combien dans la salle là? 300? Un peu moins? On était 300 dans le groupe majoritaire de La République En Marche. Comment voulez-vous qu'il y ait le moindre dialogue? Donc comment ça se passait? Pour mettre en place ces espèces de contraintes sur la population, on avait le droit comme ça, il y avait le Premier ministre, il y avait toute une série de ministres, et nous on était là, et on devait dire « oui, amen, on est d'accord ». Et en fait, j'ai été la toute première à me lever au début. Franchement, j'étais terrorisée pour prendre la parole dans l'hémicycle, parce que je ne savais pas faire, parce qu'il y a des codes, parce qu'il y a des règles. Mais en réunion de groupe, je me lâchais. Et je prenais le micro, et je ne le lâchais pas. Et je disais « mais attendez, ça ne va pas du tout ce qu'on est en train de faire ». Il y avait cette assise de l'état d'urgence, celui qu'on a eu, le sanitaire, ce n'était pas le premier. Il y avait l'assise de l'état d'urgence antiterroriste. Vous vous souvenez, 2015, on était tous Charlie. On était tous Charlie, mais au fond, quand on y réfléchit, il y avait déjà un petit peu de propagande, sauf que la propagande, elle était propre, elle était honorable. Mais on est tous Charlie, c'était le début. Parce que on a tous trouvé ça normal, ce premier état d'urgence antiterroriste. Et les premières lois liberticides, en tout cas celles que moi j'ai perçues à ce moment-là, c'était « vous n'allez pas pouvoir vous déplacer pour manifester ». Et le Conseil constitutionnel, qui avait encore une vie et une âme à ce moment-là, s'était offusqué qu'on allait pouvoir laisser à l'autorité administrative la possibilité de limiter les déplacements de certains individus. Et le Conseil constitutionnel, à ce moment-là, s'y était opposé. Je voulais préciser aussi que j'étais, pendant ces 5 ans, membre de l'Assemblée parlementaire française au Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, son quotidien, c'est l'attention aux droits de l'homme, aux droits de tous les humains vivant sur le continent européen. On est 880 millions. Et je le précise parce que en 2019, on a participé à des réunions avec Dunja Mijaković, et j'ai son rapport. Je vous invite à lire le rapport du 26 février 2019, qui fait plus d'une dizaine de pages, où à chaque ligne, elle parle des mesures exorbitantes par rapport aux contraintes sur le peuple français, par rapport à la répression dans ces manifestations, par rapport à l'utilisation des LBD 40, par rapport, elle a constaté, comme vous, comme moi, toutes ces personnes qui ont été abîmées dans leur corps avec des personnes en situation, encore aujourd'hui, de handicap et des personnes qui ont perdu la vie. J'en parle parce qu'à ce moment-là, j'étais contente. J'ai participé à quelques réunions au Conseil de l'Europe. Et là, le Conseil de l'Europe voulait mettre la France sous monitoring. Ça voulait dire quoi? Ça veut dire que nous, pays des droits de l'homme, déjà en 2019, on était repérés comme un pays ne respectant pas les droits de l'homme. Et il y a eu intervention du gouvernement pour que la France échappe à cette mise sous monitoring. Donc, je vous dis tout ça parce que souvent on me dit « mais comment toi, t'as compris ce qui se passait ?» Mais cette espèce d'instinct de voir qu'on était sur un socle extrêmement glissant, où plutôt que d'être à l'écoute et d'être dans la bienveillance, on était en permanence dans la contrainte. Et arrive mars 2020. Je rappelle,
je vous ai dit en introduction, je suis médecin psychiatre. Je suis une femme. Ça, c'est pour détendre l'atmosphère, parce que pour certains, on en a quelques doutes. Mais je suis membre de la commission... Enfin, j'étais membre de la commission des affaires sociales. Et surtout, grand hasard, enfin pas si grand hasard que ça, parce que je l'avais voulu, j'étais la référente de Santé publique France. Vous savez, les parlementaires sont des référents pour certaines grandes institutions. Donc, il y a le référent pour la Haute Autorité de Santé, pour etc. Il y a même des référents pour l'OTAN, pour l'OMS. Et moi, j'étais Santé publique France. Ce qui fait que j'avais des informations directes de Santé publique France depuis janvier-février. Mais c'était tout va bien dans le meilleur des mondes. OK, il se passe peut-être un truc en Chine, mais même là-bas, c'est assez bien géré. Et qu'est-ce qui s'est passé en mars 2020 ? Le gouvernement, le pouvoir exécutif, a réussi à faire passer des choses comme en ce moment, toujours quand les députés sont en vacances. Et les députés étaient pendant 2 semaines, en effet, en congé. Il y avait une suspension des travaux de l'Assemblée nationale. Mais avant qu'on se disperse partout dans nos circonscriptions, j'ai fait une réunion dans la plus grande salle, qui n'est pas l'hémicycle, mais une salle de réunion où il y a 450 places, la salle Victor Hugo à l'Assemblée nationale. J'ai fait une réunion pour tous mes collègues parlementaires en disant « Il se passe quelque chose, mais pour l'instant, ça a l'air d'être assez bien géré, mais vous allez tous repartir dans vos circonscriptions, donc vous allez tous sans doute être sollicités par vos concitoyens, et vous pourrez avoir quelques petites réponses, rassurez-vous, etc. » Et donc j'ai invité le docteur, mon confrère, Lévy Brûle, le 4 mars 2020. Capacité de la salle, 450. Intérêt de mes collègues, 16. Nous étions 16 sur 450 à dialoguer en direct avec Santé publique France. Donc là, j'ai déjà compris que mes collègues étaient définitivement perdus. Et à l'instauration, donc on revient des 2 semaines de suspension, et là, on nous demande, loin de toute raison, loin de tout débat, parce que, soyons très clairs, à aucun moment, il n'y a eu de débat réel dans ce lieu absolument magique qu'est l'hémicycle. Et c'est là qu'on aurait dû, bien sûr, moi j'ai donné un blanc-seing au gouvernement, allez, pendant un petit mois. Pendant un petit mois, je me suis dit, mais c'est vrai, ça a l'air de s'emballer, on ne sait pas trop comment on va pouvoir gérer ça. Peut-être que ce confinement strict généralisé, c'était peut-être la solution. Sauf que, avec mes références de santé publique, j'ai très vite vu que tous les repères, on a parlé tout à l'heure des modèles mathématiques, mais tous les repères, tous les indicateurs étaient en train d'être balayés. C'est-à-dire que la définition, non pas d'une crise sanitaire, mais la définition d'une pandémie, jusqu'alors, était très claire. Un malade pour 150 000 habitants. Brutalement, on passait à non plus un malade, mais un test pour 50 000. Donc déjà, le niveau d'indicateur avait complètement changé. Ensuite, il y a beaucoup de médecins là, qui sont là. On a en France mis en place depuis des années ce qu'on appelle le réseau Sentinelle. Le réseau Sentinelle, c'est lui qui alerte, ce sont des médecins généralistes, c'est lui qui alerte sur le niveau de la gravité d'une épidémie, grippe, etc. Attention, on a telle et telle quantité de personnes atteintes dans telle et telle région, donc on s'attend à une extension de l'épidémie. Les réseaux Sentinelles, ils avaient disparu. Pour la bonne et simple raison, et là, j'allais dire, j'ai été profondément choquée, et là, pour un coup, en tant que médecin, et non plus comme parlementaire, que dans cette pandémie, on dise aux soignants, vous n'avez plus le droit
de soigner. Vous n'avez plus, c'était les tout débuts, vous n'avez plus le droit de recevoir vos patients dans le cabinet. Et à vous tous, à longueur de journée, on vous disait restez chez vous, prenez du Doliprane, restez chez vous. Donc tout cela était complètement, j'allais dire, déviant. Et puis, très rapidement, il y a des petits secrets que je ne peux pas dévoiler, mais la mise en place rapide du conseil scientifique. Première réunion du conseil scientifique avec le professeur Raoult. Il était là à la première réunion. Pourquoi il n'est pas resté? Et en tant que membre de la commission d'enquête Covid, j'ai pu lui poser la question en aparté. C'était très simple. La première réunion du conseil scientifique, il y avait professeur Delfrécy, enfin ils étaient tous réunis, et au bout de 5 minutes, arrive, ça frappe à la porte, qui rentre? Emmanuel Macron, avec le président du Gilead Science France, qui dit quoi? Qui pose au milieu de la table une montagne de boîtes de Remdesivir et qui dit le traitement du Covid, ça sera ça. Eh bien Didier, il a remballé ses affaires et il a dit sans moi. C'est normal. Donc, le lien avec les parlementaires, c'était quoi? C'est qu'au moment, ce conseil scientifique, il pondait en permanence des petites notes. Ces petites notes étaient agrafées aux premières pages, on appelle ça les exposés sommaires des lois, aux premières pages, mais c'était une feuille. Moi, en tant que médecin, je m'attendais à voir un pavé, à lire un pavé avant de me dire, bah oui, ils sont en train de justifier ces lois liberticides avec des chiffres réels, avec, voilà, bien au-delà de tout ce qu'on entendait. Il n'y avait absolument rien. Donc, en réunion de groupe, je faisais toujours partie de la majorité. Je me suis fait virer en mai 2020. Et j'ai été voir mes collègues. J'ai été voir, on a évoqué tout à l'heure Cédric Villani. Je m'entendais, j'avais des relations normales avec Cédric. J'ai dit, Cédric, tu peux pas, là, l'OPEX, là, vous êtes en train de faire quoi? Enfin, c'est pas possible. Viens, je t'explique, viens, je te parle. J'ai tenté de faire ça avec tous les groupes politiques. Fin de non-recevoir par tout le monde. Bien évidemment, vous l'avez vu, à quel point c'était facile. J'étais peut-être la Sandrine Rousseau de l'époque, je sais pas, non, parce qu'elle disait des bêtises. Moi, je disais pas de bêtises. Mais j'ai été stigmatisée, j'ai été insultée, j'aime pas dire je, mais j'aurais tellement voulu qu'on soit nombreux. Nous étions dans les deux chambres, Sénat, Parlement, 45 professionnels de santé. Je les ai tous contactés, je leur ai écrit. Je leur ai dit, mais attendez, vous avez tout oublié. Tout oublié. Quand on apprend en médecine, assez rapidement, je ne sais plus en quelle année, quand on parle de la vaccination, on nous dit quoi? On ne vaccine jamais pendant une épidémie. Encore quelque chose qui était ancré en nous, on nous disait qu'il fallait totalement oublier. Donc on était dans cette espèce de fuite en avant que j'ose qualifier de délirante, où brutalement, tous les repères, tout ce qui était la science depuis des années, tout ce qu'on avait appris, ok, j'ai fait médecine au siècle dernier, mais quand même, enfin, c'était complètement incroyable. Je reviens parce que donc il y a ce côté médecin qui m'a fait réagir très vite, mais le fait aussi que la question des libertés, enfin, c'est ancré là, c'est ancré. Je ne vais pas vous parler de mes origines, mais bon, voilà. Partie de la famille quand même déportée en camp de travail. Donc quand on se bat pour les libertés, on sait, enfin quand on parle des libertés, on sait de quoi on parle quand on s'est battu comme ça. Et
Oui, l'histoire de la famille fait que j'ai toujours eu. Enfin, c'est très, très, très important pour moi. C'est un combat très important. Donc, les dispositions totalement exorbitantes qui ont été prises tout de suite, je les aurais rejetées en bloc en me disant, en regardant, et encore une fois, je ne suis pas juriste, je ne connaissais pas encore Maître Guyon à l'époque, j'ai été frappée à la porte de celui qui avait alerté au Conseil constitutionnel en 2015, Dominique Rousseau. J'ai eu quelques échanges avec Dominique Rousseau à ce moment-là, en lui disant « Expliquez-moi ce qui est en train de se passer. Comment est-il possible que notre démocratie ne soit à ce point, ou peut-être soit aussi facilement abîmée, entachée, sans qu'il y ait le moindre garde-fou ?» Alors, garde-fou, ça me parle bien en tant que psychiatre. Hein, moi, j'aime bien quand garder les fous. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a eu quelques soubresauts du Conseil constitutionnel. Il y en a eu encore moins, par contre, de la part du Conseil d'État. Parce qu'à chaque fois, je crois qu'il y a eu une succession de 13 lois liberticides, hein, il me semble. Au moins. À chaque fois, je me disais, mais c'est pas possible, il n'y aura pas de suivante, c'est pas possible. Le Conseil d'État va refuser que les parlementaires aient ce... Si, à chaque fois, dans un silence assourdissant qui permettait à mes collègues parlementaires de continuer à me pointer du doigt en disant, tu vois, tout le monde valide, donc arrête d'être dans ton délire toute seule. Donc c'était l'inversion des jugements et l'inversion, en effet, puis bon, seul contre 300. Ils ont fini par me virer parce qu'ils ont déterminé que j'étais leur plus belle erreur de casting. Donc ce jour-là, j'étais très contente. Et parce que j'avais refusé, j'étais la seule sur 577 députés à avoir refusé de voter le plan de déconfinement. Alors là, ils m'ont vraiment prise pour une barge totale, quoi. Parce que ça faisait 2 mois que je disais j'étais contre le confinement, et là, on nous donne la possibilité de voter contre le déconfinement, et je ne suis pas d'accord. Oui, j'étais pas d'accord. Parce que parallèlement à tout ce que je vous dis, un collectif dont j'ai été une des 5 membres fondateurs, qui s'appelle Laissons les médecins prescrire, les confrères continuaient à se soigner. Et là, dans ce projet de déconfinement, il n'y avait toujours aucune solution de traitement, aucun accompagnement prévu. Donc, j'étais pas d'accord. Tout le monde avait été confiné pendant X jours, et d'un seul coup, on disait c'est bon, on peut tout réouvrir, et toujours pas de traitement. Donc ça, c'était tout à fait impossible. Je reviens à la question du droit commun. Je crois que tu l'as dit tout à l'heure. Il y a un article que nous connaissions en tant que médecins de santé publique, parce que c'est le seul article qu'on connaissait, l'article 31-1 du Code de santé publique, je vous le lis. En cas de menace d'épidémie, en cas de menace sanitaire grave, appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, nous devons prendre des mesures proportionnées aux risques encourus. Et je savais très bien que dans tous les tiroirs des ministères de la Santé, il y avait des plans blancs, jaunes, verts, il y avait déjà eu d'autres épidémies, et il y avait des solutions possibles qui existaient. Donc, en tant que parlementaire, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Déposer une proposition de résolution. Ce que j'ai fait, j'ai dit, on supprime cet état d'urgence et on revient au droit commun. Je n'ai eu absolument aucune co-signature à mon idée géniale de proposition de résolution. Parce que tous les parlementaires se tairaient, vraiment, se taisaient et se tairaient derrière les exigences de leur groupe politique. Il est vrai que supporter dans les couloirs de l'Assemblée nationale des insultes, d'abord on vous ignore, il y a ceux qui vous ignorent, il y a ceux qui vous insultent, qui vous dénigrent. Il y a
pour ceux qui avaient regardé un petit peu les simulacres de débat, je tiens mon micro là, vous entendez le son unidirectionnel, mais vous n'entendez pas les 300 autres députés qui disent pardon, hein, ta gueule, assieds-toi, ferme-la, tu verras ce qu'on va te faire, etc. etc. J'ai une carte de fidélité à la gendarmerie là, en Alsace, tellement j'ai porté plainte. Conseil de défense. Cet état d'urgence sanitaire s'est marié immédiatement avec ce Conseil de défense, ou c'est plutôt sous l'abri du Conseil de défense que l'exécutif s'est absolument permis de tout faire, sans qu'on ait les ordres du jour du Conseil de défense, sans qu'on ait des retours du Conseil de défense, avec un secret défense qui est valable, vous le savez, pour les 50 ans à venir. Alors, très modestement, avec les armes que j'ai pu avoir, j'ai déposé une proposition de loi pour que soit levé le secret défense. En première page, vous pourrez retrouver, j'en ai quelques exemplaires là sur le stand, voilà le nombre de co-signataires. 6 co-signataires pour ma proposition de loi pour lever le secret défense. Je me suis approchée, encore une fois, des gens qui savaient, de la Ligue des droits de l'homme du barreau de Paris. Moi, j'étais là, mais je cherchais des bouées en me disant, mais qu'est-ce que je peux faire? Et on m'a dit, il y a un moment, peut-être qu'un des moyens, c'est article 49.2. L'article 49.2, c'est pas l'article 68, c'est pas la destitution du président. L'article 49.2, c'est il faut trouver un dixième des parlementaires pour faire ce qu'on appelle une motion de censure du gouvernement. Mais je me suis dit, si on arrive à faire ça, ils vont peut-être voir quand même qu'ils ne peuvent plus faire n'importe quoi et que ça va déstabiliser complètement le gouvernement. On va peut-être pouvoir prendre le temps, enfin, du dialogue. 49.2, j'ai été voir 576 parlementaires en disant qui veut bien co-signer un 49.2 avec moi et déposer cette motion de censure. Absolument personne, parce que les groupes politiques sont dans la toute-puissance, sont dans le maintien de l'attitude, de la parole. Vous avez des élus aujourd'hui qui obéissent aux éléments de langage de leur groupe politique. Et je vais, parce que je crois qu'il me reste quasiment plus de temps, non ? Je crois que c'est 2 minutes. En fait, quelle est la liberté d'action aujourd'hui des parlementaires? C'est-à-dire qu'on aimerait tellement avoir ce que j'appelle, et ce que j'ai espéré pendant ces 5 ans, une démocratie vivante. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes réellement face à une autocratie, à un président souverain et à un corps législatif qui oublie le sens même de son existence. Mais au fond, ces élus qui se raccrochent à leur mandat de façon désespérée, ils sont là, oui, pour leur carrière. Ils sont là pour leur mandat. Ils sont là, pas certains ne savent même plus pourquoi ils sont encore là. Mais ils sont toujours là. Et d'avoir, combien de fois on m'a dit, texto, dans le texte, ferme-la, tu es en train de ruiner ta carrière politique. Et moi je leur disais, mais je ne suis pas là pour faire carrière. Moi je suis là parce que il se passe quand même, vous ne voyez pas qu'il se passe des choses bizarres. Et je terminerai par le fait que la recette de la peur, la recette du Conseil de défense, maintenant il y en a un autre qui s'est mis en place, la recette de la manipulation, la recette de la propagande, on en a déjà parlé, la recette de la perte des repères, de la déstabilisation, etc., elle continue. Les ingrédients changent
c'est plus trop le Covid, même si on attend la 8e vague. Mais c'est le climat, c'est l'énergie, c'est la guerre en Ukraine. Et toute cette recette qui fait qu'aujourd'hui, si j'ai juste un truc à vous dire, c'est soyez ancrés. Soyez ancrés. Restez extrêmement terre à terre. C'est comme ça qu'on va y arriver. Avec un peu de spiritualité quand même. Mais parce que cette tentative, et l'union bien sûr, le lien, mais c'est ce qu'on fait tous au quotidien. C'est l'aller vers, c'est vraiment l'aller vers. Ça, c'est un truc de psychiatre, mais c'est l'aller vers. C'est-à-dire que là, on a tous un peu compris quand même ce qui se passe, hein, mais il faut aller au-delà de la montagne, au-delà des murs, pour aller chercher ceux qui n'ont pas compris qu'ils ont perdu leur liberté de penser, de réfléchir, d'agir, de vivre comme ils ont envie de vivre. Je m'en arrêterai là. Je sais plus. Non, il n'ose pas me dire que c'est bien, c'est bien. Alors, on me l'a coupé tellement pendant 5 ans que je le garde. Non, merci à vous. Merci à vous. Et juste, je voulais encore, j'en ai des exemplaires sur le stand. En fait, en décembre 2021, j'avais fait une proposition de résolution pour qu'il y ait une commission d'enquête à l'Assemblée sur les effets secondaires des vaccins. Et vraiment, en effet, on a cité tout à l'heure le travail des sénateurs, mais merci à eux, parce qu'il y en a quelques-uns qui font partie, qui étaient dès le début dans la lutte avec nous, de Laissons les médecins prescrire, avec Réinfo Covid aussi. Enfin bon, voilà, on ne va pas tous les citer parce que je vais oublier. Mais en fait, c'est vrai. Tout à l'heure, on a cité ce rapport. C'est un repère, il est fondamental. Et c'est bien que dans l'enceinte du Parlement, des gens aussi brillants que Vincent, Amine Umlil et tous ceux qui ont été auditionnés, en fait, c'est super, quoi. Merci. Merci à tous ceux qui œuvrent au quotidien, comme vous. Merci. Merci beaucoup, Martine, pour ton authenticité et pour ton combat, vraiment. Bonjour. Ma question s'adresse à Madame Bonner et Monsieur David Guillon. Oui. Après tout ce que vous avez décrit sur le plan politique et sur le plan judiciaire, ma question c'est, est-ce qu'il y a encore une instance politique ou juridique auquel le peuple français peut avoir sa confiance? Alors, politique, j'en vois qu'une. C'est Ensemble pour les libertés. Voilà. Non, c'est un peu l'anecdote, mais j'en parlerai d'ailleurs en tribune cet après-midi. De la difficulté, parce que je suis quasiment certaine que beaucoup d'entre vous n'ont plus du tout confiance dans la politique. Et c'est tellement normal. Mais ne confondez pas la politique politicienne déplorable, bourrée de conflits d'intérêts, bourrée de... Enfin, pour moi, c'est vraiment... de corporatisme, mais pour moi, c'est vraiment aujourd'hui une forme de mafia, une mafia d'État au niveau de notre gouvernement, et ça se répercute dans les partis politiques. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'en fait, beaucoup de partis politiques présentent des pseudo-candidats
aux législatives, qui ne font pas campagne, etc., uniquement pour avoir des financements. Et ça, on pourrait parler de tout ce qu'il faut revoir dans la façon de fonctionner dans nos institutions, mais par définition, le financement même des partis politiques, c'est complètement dévoyé. Donc, à part Ensemble pour les libertés, le reste, vous oubliez. Merci, bonjour. Je m'adresse à Maître Lyon. Vous disiez comme tout à l'heure que vous pensez avec certitude que l'obligation vaccinale des soignants va finir par se faire parce qu'elle ne sont pas illégales. Dans la mesure où la décision qui de la CDH, si je ne me trompe, c'était qu'il y avait quelque chose de disproportionné à cette obligation et surtout que la contrainte était très forte pour les soignants et les pompiers et toutes les personnes qui ont des obligations. Ma question est la suivante. Si vous pensez ça sur la vaccination Covid obligatoire, qu'est-ce qu'il en est des 11 vaccins obligatoires sur les enfants qui contraint les familles à céder pour pouvoir mettre leurs enfants en collectivité, sinon ils ne peuvent même pas les mettre à l'école. Et d'un autre côté, on leur interdit quasiment de faire de l'instruction en famille. C'est-à-dire qu'on met les gens face à une impasse, quoi. Parce que qu'est-ce qu'ils peuvent faire quand ils ont eu, par exemple, un enfant qui est décédé suite à une vaccination qui est devenue obligatoire et qu'ils ont un autre enfant et on leur dit « Ah mais celui-là, il faut le vacciner pour le mettre à l'école ». C'est une vraie question. Merci. Je voulais juste apporter un tout petit complément pour vous dire à quel point il y avait eu mensonge, encore une fois. J'ai voté, en 2018, les 11 vaccins dans la loi. Pourquoi ? Parce que le débat que nous avions eu tous ensemble était autour, soi-disant, et maintenant je sais que c'est du mensonge, autour de 12 adolescents qui étaient décédés en France de rougeole. Et c'est vrai, moi, en tant que médecin, j'ai des enfants, ils ont tous été vaccinés traditionnellement, et se dire qu'alors qu'on peut prévenir certaines maladies, c'est absolument terrible que des jeunes fassent des encéphalopathies, voire décèdent de maladies infantiles classiques. Et qu'est-ce qui avait été obtenu de la part des parlementaires, en accord avec Agnès Buzyn, puisque c'était elle à ce moment-là, était que pour atteindre de nouveau une immunité collective suffisante, c'est-à-dire aux alentours de 80-85%, l'obligation des 11 vaccins, ça serait 3 ans. 3 ans. Donc en 2021, cette obligation des 11 vaccins devait tomber. Et j'ai reposé la question en commission d'enquête Covid. Bien évidemment, on m'a rionné en disant « Mais maintenant, vous qui êtes parlementaire, vous n'avez qu'à changer la loi ». Et donc, une fois de plus, ça a été du mensonge. Et depuis, vous l'avez très justement dit, l'IEF est plus que malmené, puisque supprimé s'il n'y a pas une situation de handicap, etc. Mais voilà comment ça s'est joué, enfin, dès le départ. Enfin, voilà. Alors, moi, j'avais un postulat à mettre en question où on a beaucoup de problèmes pour faire comprendre aux gens. Il part du principe que le gouvernement veut notre bien. En fait, j'ai beaucoup aimé le livre Cholaricovirus de Mehdi qui nous dit clairement que personne ne veut notre bien, bien au contraire. Donc, j'aimerais juste, Martine Vonner, si vous pouviez revenir sur cette notion de toute puissance dont vous avez parlé, parce que c'est quand même une notion psychiatrique, si je ne m'abuse. Et ensuite, Chloé, est-ce que vous pourriez nous expliquer le pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui manque aux gens, c'est premièrement ce postulat à faire tomber qu'on ne veut du bien, et secondo, qu'est-ce qu'ils veulent ? Parce que tout ça est bien orchestré. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Voilà, merci à vous. Vous faites quoi pour les 3 jours à venir là ? Parce que ça, c'est carrément des sujets qui permettraient... Non, de façon très courte. La toute-puissance, c'est l'autorité du Père. Je ne vais pas faire de la psychanalyse à 2 balles, si je puis dire, mais c'est très simple. C'est-à-dire qu'on est... La capacité à réfléchir, la capacité à remettre en question est détruite par l'école depuis très longtemps. Très très longtemps. Se nourrir d'émissions télévisuelles 24 heures sur 24, totalement débiles, et je pèse mes mots. Vous savez que quand vous êtes
devant un écran télévisuel. Il y a eu des expériences de fait en mettant des petites électrodes. Vous êtes quasiment en état d'hypnose. Il n'y a que les ondes alpha, etc. Donc, pendant que vous êtes en état d'hypnose, vous absorbez restez chez vous, il n'y a pas de traitement, etc., etc. Donc, en effet, tout cela n'est qu'un objectif de manipulation et derrière ça, de malveillance à très, très grande échelle. Et la question que je n'ai eu de cesse de me poser en tant que parlementaire, c'est actuellement, est-ce qu'on a encore réellement une constitution qui nous protège ? Parce que l'exécutif faisant n'importe quoi, mais il n'y a plus de séparation des pouvoirs. Et moi, j'ai confiance en la justice. Mais ce temps très, très, très long de la justice, comment va-t-il permettre, je ne le vois plus, je ne sais pas où il est, à quelqu'un, par exemple, comme Marc Doyer, merci à Marc d'être là, et tant d'autres familles ont été tellement abîmées dans leur corps, dans leur chair, comment ce temps long de la justice peut apporter réparation ? Voilà, c'est... Le pourquoi, c'est pas moi qui l'ai. On peut creuser, on a des indices. On a l'allocution de Bill Gates en 2010 à Long Beach. Il faudra réduire, grâce au vaccin, la santé reproductive 10 à 15% de la population. On a Ted Turner qui intervient, qui soutient le NTI, qui vous parle de la monkeypox, de la variole du singe avec l'exercice de mars 2021, qui, lui, est un fervent défenseur des 250 à 300 millions d'habitants sur Terre. Il y a le contrôle, il y a le fait qu'il soit peu de personnes et que nous, on est nombreux et de plus en plus conscients. Il y a tout un ensemble de choses qui fait que pour garder les privilèges, ils sont bien obligés, entre guillemets, de nous contrôler, de nous surveiller et de faire en sorte que le lait reste dans la casserole, si tu vois ce que je veux dire.